Voilà, donc, bienvenue à tous sur ce nouveau web séminaire en ligne de Codera sur les fonctionnalités de Panorama. Vous avez pu remarquer que vous avez un petit encart avec un point d'interrogation pour pouvoir poser vos questions. J'y répondrai bien sûr à la fin du web séminaire. Aujourd'hui, c'est une sélection des fonctionnalités qui me paraissent les plus pertinentes sur Panorama Suite 2019. Vous verrez que certaines sont des détails, mais je trouve qu'elles sont particulièrement intéressantes et importantes. Voici donc sans plus tarder l'agenda du jour. La présentation se résume en 5 points. La cybersécurité, avec de nouveaux outils qui sont particulièrement simples et efficaces sur la gestion de vos applications Panorama. D'ailleurs, vous avez pu remarquer une nouveauté dans nos formations. Les détails sont sur notre site internet. Un deuxième point sur les IHM, qu'elles soient dans Supervise, avec notre client dit lourd, ou notre client mobile. Le troisième point où j'ai regroupé acquisition, communication et traitement avec des nouveautés sur BACnet, IEC, sur de nouveaux objets dans Panorama. Une partie sur la partie historienne, Panorama H2, avec un nouveau client qui sera présenté plus en détail dans un nouveau web séminaire. Et une dernière partie sur les performances améliorées de Panorama et sur des nouveautés dites experts, entre guillemets, pour lesquelles une utilisation avancée, je dirais, de Panorama est un petit peu requise. Suite à cette présentation orientée PowerPoint, je ferai une petite démonstration avec une application mobile, un partage d'écran, Panorama Studio pour les plus techniques d'entre vous. Et bien sûr, je n'oublierai pas de répondre à un maximum de vos questions. Nous avons donc amélioré, bien sûr, le comportement de cybersécurité dans Panorama. Ça fait plusieurs versions qu'on est très orienté sur la cybersécurité, les organismes d'importance vitale, des demandes assez fortes de nos clients. Donc, nous avons augmenté le contrôle d'intégrité dans une application. Donc, c'est une vérification de non-répudiation des fonctionnalités ou du contenu de votre application. Et donc, on l'a étendu à d'autres contenus qui ne sont pas forcément gérés par Panorama, à vos images, vos PDF que vous pouviez éventuellement mettre dans votre application. On peut même vérifier qu'il n'y a pas de fichiers supplémentaires dans votre application. Le deuxième point, c'est l'utilisation des noms de réseau des équipements au lieu de leur adresse IP. C'est plus facile d'introduire une adresse IP malveillante sur un réseau qu'un nom de machine, puisqu'il y a un contrôle de Windows, Active Directory, etc. sur ces machines. Donc on peut l'utiliser maintenant quasiment partout dans une application Panorama E2 ou COM ou Historian. On en avait légèrement abordé dans un précédent web séminaire. Aujourd'hui, la fonctionnalité communication chiffrée sur une connexion FTP est disponible via des certificats côté serveur. Donc, c'est pris en charge par Panorama. Une autre fonctionnalité que je trouve particulièrement intéressante, mais qui est un détail, c'est forcer l'identification d'un utilisateur au compte Windows. Je ferai une démonstration tout à l'heure. C'est très facile à mettre en œuvre. Et ça évite des saisies, ça évite de créer même une interface pour saisir l'identifiant de la personne. C'est très pratique à partir du moment où on va lancer Supervise avec l'ouverture d'une session Windows, par exemple. Plusieurs points sur la réduction de la surface d'attaque dans Panorama. Donc, par défaut, certaines portes sont fermées, comme les ports Modbus ou les ports BACnet. Il faudra donc les ouvrir pour pouvoir faire fonctionner vos applications dorénavant. Et nous avons un certain suivi sur une certaine activité quant aux failles des outils standards qu'on utilise, comme BACnet, comme SNMP ou PC, ou les systèmes de cryptage HTTPS. Donc, nous avons mis en place maintenant, il y a plus de 2 ans, il me semble, des bulletins de sécurité avec un CSIRT sur Panorama. Donc, je vous invite aussi à consulter régulièrement notre site internet pour pouvoir consulter et bénéficier de ces correctifs ou avertissements sur les outils tierces. Donc là, c'est un exemple de... alors, j'allais tout doucement avec ma souris. Un exemple de fenêtre. Donc, on avait auparavant le fonctionnement de protection sur l'ouverture d'une application Panorama dans l'environnement de développement avec un accès en lecture ou un accès en écriture avec des mots de passe différents. Et aujourd'hui, on peut, au niveau de l'intégrité et la confidentialité de l'application, ajouter des répertoires, donc une liste de répertoires, pour intégrer ces répertoires et tout leur contenu dans la signature de l'application, dans l'empreinte de l'application, pour donner le terme exact.
Donc n'oubliez pas, lorsque vous ajoutez un nouveau fichier dans votre application, d'enregistrer votre application à nouveau pour prendre en compte l'apparition de ces nouveaux fichiers dans votre application. Concernant donc le deuxième point, l'application mobile Panorama, nous avons offert aux utilisateurs la possibilité d'envoyer des photos au serveur Panorama. Donc, le serveur Panorama sera averti qu'un des équipements connectés a envoyé une photo et on peut déclencher un comportement dans Panorama qui va afficher cette photo à l'opérateur sur le client lourd qui serait positionné dans un poste central d'observation ou de supervision. On peut, et je ferai la démonstration tout à l'heure, utiliser un découpage de l'application par zone ou par métier pour donner des autorisations d'accès relativement simples à tout type d'utilisateur, que ce soit donc soit par métier, ou par prestataire, par société, ou par zone, et donc sur des parties de l'arborescence de l'application. On peut aussi surveiller les équipements qui sont actuellement connectés à l'application pour partager l'utilisateur qui est connecté, puisqu'on peut avoir autant de profils et d'utilisateurs connectés que sur le client lourd. On peut identifier la position de l'équipement et le dernier code scanné, la dernière image envoyée par cet utilisateur. Une autre nouveauté qui n'est pas en soi une vraie nouveauté puisqu'elle est entre la Panorama Suite 2017 et la Panorama Suite 2019, mais nous ne l'avions pas illustré, c'est les nouveaux types de tuiles qui simplifient la construction d'applications et des nouveaux types de tuiles aussi de type par exemple affichage de PDF. Je vous en ferai la démonstration tout à l'heure qui permet donc d'inclure des pages de documents PDF dans votre application Panorama. Hop, on passe à la suite. Hop, pardon, j'ai raté l'animation. Pour les développeurs d'applications, plus exclusivement, plus techniquement, j'aborde quelques améliorations. Donc, tout ce qui va être le pitch sur l'affichage de cartographie ou d'images de grande taille. On a amélioré la fluidité et les performances du zoom. Nous avons aussi optimisé les communications entre l'application mobile et le serveur Panorama pour consommer moins de données. Et donc, qui dit consommer moins de données, consommer aussi moins de batterie. Nous avons ajouté une fonctionnalité de vue accès exclusif. Donc, c'est très simple comme principe. Si un opérateur est actuellement en train de visionner une vue particulière, eh bien, tous les autres opérateurs qui souhaiteraient se connecter sur cette vue sont redirigés sur une vue d'attente, une vue secondaire. Ce qui permet de pouvoir setter plusieurs paramètres ou de bloquer l'accès temporaire à une vue pour effectuer des réglages ou des paramétrages d'une installation partielle. Une nouvelle fonctionnalité, ce sont les tuiles personnalisées qui permettent d'afficher un contenu web généré ou pas par l'application de supervision Panorama avec une interaction du client mobile sur cette partie de contenu web. Et la particularité de ce contenu, c'est que c'est exécuté non pas par le serveur et envoyé au client, mais directement exécuté par le client lui-même. Voilà ce qu'il en est pour les fonctionnalités de l'application mobile. Quelques nouveautés qui peuvent intéresser les développeurs d'applications, mais aussi les utilisateurs. C'est dans l'outil de présentation de données, il y a de nouvelles représentations graphiques. Donc, on l'illustre là avec les chronogrammes qui facilitent l'affichage simultané de plusieurs valeurs binaires au cours du temps. La partie enregistreur vertical, donc c'est la même manière qu'un tracé, hein, comme on l'a sur l'illustration sur la partie gauche, avec un défilement vertical de une ou plusieurs mesures. On a ajouté toutes les fonctionnalités de l'outil traditionnel Panorama que les techniques connaissent depuis longtemps, hein, l'outil Pégase, l'outil de représentation précédent de Panorama, avec la gestion native des contextes. Donc on peut enregistrer une disposition d'affichage et la rappeler au cours du temps dans Supervise. La possibilité d'afficher des axes en pleine hauteur sur plusieurs axes ou d'afficher plusieurs axes sur plusieurs courbes simultanément. L'affichage de plumes, on le verra aussi en démonstration. Et donc, ça reprend la plupart de ces fonctionnalités qui restaient assez spécifiques à l'outil Pégase, l'outil précédent. La partie communication, de nouvelles fonctionnalités, en particulier avec BACnet. BACnet, on est passé en norme 2016.
Et on est comment dire, sur un profil, ça s'appelle un profil Advanced Workstation pour la partie panorama, qui propose des services intéressants de backup et and restore, qui permet de sauvegarder une configuration d'un automate, quel qu'il soit, et de la restaurer. Donc, qui permet par exemple en cas de cyberattaque ou en cas de panne, de pouvoir redéployer rapidement les équipements sur le terrain. Une deuxième fonctionnalité toujours assez particulière à BACnet, mais aussi disponible sur IEC 61850, donc tout ce qui va être la partie électricité, hein, particulièrement utilisée outre-Atlantique, outre-Manche, chez nos amis anglais, avec le service BRCD, il me semble, oui, c'est ça, qui permet de mémoriser et de retenir des données du côté de l'automate et de les retransmettre au rétablissement des communications vers les serveurs ou vers les clients. Pour BACnet, on a plusieurs comportements disponibles pour cette fonctionnalité, qui s'appuie sur l'objet EventLog, qui est un des objets de la norme 2012. On peut avoir donc le fonctionnement traditionnel, celui que vous aviez auparavant dans Panorama. C'est le fonctionnement par défaut. Donc, c'est je récupère le dernier changement d'une alarme et j'obtiens toutes les notifications au cours du temps à partir du moment où mon application fonctionne. Deuxième cas, c'est d'avoir l'historisation sur l'EventLog et la notification des alarmes. Donc là, on a le maximum de comportements. On récupère tout l'historique à travers l'event log de notre alarme. Et ensuite, on récupère tout le temps réel de notre objet alarme avec son évolution au cours des notifications. Et on peut avoir un troisième comportement qui peut être intéressant. Tout le comportement de l'alarme se fait non plus sur l'alarme, mais sur l'event log, avec des lectures par bloc sur l'historique de cette alarme. On évite d'avoir le temps réel de l'alarme, qui reste donc du coup très très simple. Et on récupère juste un log, une journalisation en cas d'alarme importante. Et donc, si on utilise ce mode, eh bien, on déconnecte entre guillemets le fonctionnement notification des alarmes. Donc, on a un démarrage qui est plus rapide de l'application. Avec ce fonctionnement, on peut vraiment s'attaquer à un fonctionnement en télégestion de BACnet, par exemple, ce qui n'était pas le cas auparavant. De nouveaux objets qui sont utiles à tous les outils Panorama, que ce soit E2, COM ou H2, qui permet de traiter les notifications avant stockage, avant envoi, avant traitement. On a une distillation des données qui permet de réduire le nombre d'apparitions des événements, des mesures et donc des alarmes, et qui permet aussi d'optimiser, alors non seulement de réduire, mais on verra aussi de pouvoir ajouter des mesures dans des historisations de données, que ce soit dans E2 ou dans Historian, avec deux gros objets principaux qui sont le filtre analogique et le filtre de battance binaire. On notera que le filtre analogique permet plusieurs types de paramétrage, donc d'avoir une bande morte absolue, pas de notification de nouvelles valeurs tant que je ne dépasse pas une certaine plage de fonctionnement, un certain écart par rapport à la mesure précédente. On peut paramétrer ça avec un accroissement qui est un pourcentage de la valeur numérique courante. Donc, si j'ai 16 et puis que je mets 5%, eh bien, je vais avoir un vingtième de 16. J'ai 20, par exemple, une valeur 20. Et si je mets 5% de battance, donc la valeur n'est pas passée à 21, je n'aurai pas de nouvel enregistrement. Et du coup, 21 devient mon nouveau référence pour mon accroissement. On peut bien sûr paramétrer aussi en plage, sur toute la plage de fonctionnement de ma mesure, et d'avoir un pourcentage de cette plage. Et la dualité, bien sûr, est aussi disponible sur la durée, de paramétrer une durée minimum ou maximum sans changement avec une durée entre deux envois. Si j'ai trop de mesures, je vais séquencer mes données. Et si je n'ai pas assez de mesures, je peux réinsérer un nouvel enregistrement au bout d'un certain délai. Ce qui permet d'avoir des graphiques tout de même remplis, même si je n'ai pas eu d'évolution de ma mesure au cours du temps. Le filtre de battance binaire, lui, va proposer... Oh, pardon. Le filtre de battance binaire va... va proposer un maintien de l'état si ma mesure varie trop au cours du temps. Par exemple, j'ai 5 ou 6 changements en quelques secondes. Je vais conserver un état statique et lorsque la valeur va se calmer, je vais reprendre l'acquisition normale de cette mesure. Ce qui permet d'éviter de polluer des enregistrements sur des transitions qui ne sont pas forcément intéressantes à sauvegarder ou à archiver.
Nous proposons, avec Panorama Suite 2019, un nouveau client de reporting pour Panorama H2. Celui-ci est particulièrement simple à l'utilisation, au rendu, puisque vous allez avoir des aperçus immédiats de vos constructions. La construction se fait relativement simple avec le glisser-déposer de différents éléments qui permettent de paramétrer les différents rapports. Vous pouvez toujours l'utiliser comme le précédent outil en tant qu'exploration de données ou en tant que dashboard. Nous proposons bien sûr un outil d'export qui est un petit peu plus évolué que ce qu'on pouvait avoir auparavant, qui était juste une transcription de données ou un fichier Excel ou un PDF du rendu final. Là, vous avez un petit peu le mix des deux. Vous avez et le rendu et les données disponibles dans le rapport qui est exportable. Et donc, du coup, vous pouvez, a posteriori, de manière déconnectée, sur les données contenues dans le rapport, pouvoir changer votre point de vue, la manière d'afficher les données et pouvoir peut-être extraire d'autres informations pendant une réunion, pendant une présentation. Nous proposons avec ce nouvel outil une collection de rapports, j'en présenterai quelques-uns juste après en démonstration, qui permet donc de présenter d'une part donc, les données, d'avoir un affichage très simple des historiques et des statistiques, hein, c'est vraiment l'essentiel, je dirais, des fournitures, mais aussi de présenter une quinzaine de rapports sur les alarmes de type EMUA, 191 il me semble, qui permet un petit peu d'analyser l'apparition des alarmes, leur fréquence, la pollution que ça génère auprès des opérateurs. Il y a beaucoup de littérature sur Internet, je vous invite à consulter les choses. Un aspect comptage pour comparer des mesures, par exemple, au cours du temps, sur différentes semaines, différents mois ou différentes mesures entre elles. Et bien sûr, vous avez la possibilité, à partir de nos rapports, de générer les vôtres, d'en construire des nouveaux. Voilà, donc une petite capture d'écran avec la liste de tous les rapports disponibles. Je conclus sur des notes un petit peu plus technico-techniques. Des gains de vitesse sur l'ouverture ou l'incrustation des vues dans Supervise, avec des gains entre 15 et 20% de performance en fonction du contenu des vues et des performances actuelles de vos machines. La génération ou l'affichage des POI, hein, les Point of Interest, les marqueurs qui sont sur les cartes de type Geoscada, donc les types Google Maps ou de type, aidez-moi, OpenLayer. Nous avons amélioré le reversement de la base locale de secours vers Panorama H2. Donc, très simplement, si vous perdez la connexion vers une base de données, eh bien, Panorama, les outils Panorama en général, possèdent une base locale de secours en local sur le PC de type SQL, par exemple. Et aujourd'hui, le reversement était particulièrement performant pour reverser vers une autre base SQL. Et aujourd'hui, nous avons amélioré la performance pour tout ce qui va être Panorama IT Service pour les gens qui connaissent bien Panorama, et donc plus généralement vers la base de données Panorama H2. De la même manière, côté consommation des données, rapatriement des historiques, tout ce qui est restitution d'archives, donc les archives au fil de l'eau, ce genre d'archives dans Panorama, qui sont des archives au format spécifique Panorama, eh bien, lorsque vous allez rapatrier ces données dans Supervise, par exemple, vous allez gagner 15 à 50% de performance sur la restitution d'historique, puisque nous allons non plus de manière séquentielle, mais de manière parallélisée. Les autres nouveautés, c'est l'adaptation de modèles de composants. C'est de manière simple, c'est vous faites référence à une application de référence dans Panorama, dans votre projet Panorama, et vous l'utilisez cette application de référence dans plusieurs applications. Vous allez pouvoir déterminer au niveau de l'application de référence quelles sont les choses que vous avez le droit d'altérer. Du coup, dans votre application d'utilisation, je dirais, vous allez pouvoir modifier ce modèle et il sera valable pour cette application et non pas pour toutes les autres applications pour lesquelles cette application de référence est utilisée. Ça donne beaucoup de souplesse sur la création d'applications référencées, puisque vous allez avoir des applications un peu plus souples en tant que référence, et les applications qui vont être similaires mais pas exactement les mêmes, eh bien, vous allez pouvoir faire toujours référence à une application modèle globalité. Donc ça facilite énormément la gestion de gros projets ou de projets multiples. Sur l'écriture synchrone, il y a un petit détail qui est arrivé avec OPCUA.
et au PCDA, il me semble, vous allez pouvoir commander via une méthode, donc au travers d'un script, l'écriture synchrone de plusieurs valeurs et donc d'écrire de manière simultanée plusieurs valeurs dans l'outil supervisé, donc un automate, ce genre de choses, passer des paramètres par exemple. La conversion d'échelle sur les crasés dans la présentation de données, ça représente tout simplement bien, une mise à l'échelle sans avoir besoin de transformer ou de passer par une formule intermédiaire de mise à l'échelle, de transformation de mesures. Par exemple, vous avez une mesure en Fahrenheit et vous voulez l'afficher en Celsius, bien, vous pouvez contextualiser cela dans le Supervise et vous n'avez plus besoin de générer ou de créer une mesure intermédiaire. Les outils, de manière plus simple, ont été enrichis sur l'administration de Panorama H2, où vous avez de nouveaux onglets, de nouveaux détails, de nouveaux filtres et de nouveaux tris sur la partie administration et gestion de Panorama H2. Panorama H2 a été aussi enrichi de nouveaux champs et de nouveaux libellés qui vous donnent beaucoup plus de liberté dans la construction et dans les détails que vous pouvez présenter dans les différentes mesures ou équipements de vos applications Panorama Historian, qui représentent donc vos mesures. Ça donne plus de facilité pour filtrer vos données ou les trier ou les identifier. Voilà pour la partie PowerPoint. Je vous demande juste un instant pour que je bascule sur une petite démo et on se retrouve tout de suite. C'est reparti. Ça devrait arriver d'ici là. Donc là, je suis sur une application Panorama E2, l'application standard, celle qui est livrée par défaut, et je vais vous présenter quelques-unes des nouveautés qui sont illustrées dans cette application. J'espère qu'on voit assez bien. J'ai baissé ma résolution, comme on me l'avait demandé précédemment sur d'autres web séminaires. Donc la représentation par type de chronogramme. Donc j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments binaires qui sont très facilement paramétrables dans l'application puisque j'ai juste à déclarer les entrées sur les séries. Et je vais avoir une synchronisation des différents graphiques sur cet état de chronogramme. Je peux bien sûr ajouter des curseurs et on voit ici qui sont présents ce qu'on appelle les plumes, ce qui n'était pas présent auparavant, qui permet d'avoir un rendu, je vais recadrer un petit peu, qui permet d'avoir un rendu un petit peu plus facile sur l'évolution et qui correspond plus à un sismographe par exemple. Deuxième représentation, hop, je reprends mes notes. Ce qu'on peut retrouver sur les tracés de courbe, le tracé de tendance. Donc là, je reprends notre ancien outil, Pégase, pour ceux qui connaissent, qui proposait l'utilisation de contexte, donc la plume qu'on vient d'intégrer sur notre nouvel outil, et bien sûr les différents types d'affichage. À présent, nous avons, avec le nouvel outil, la même représentation. Donc là, je suis sur des coupes historiques. Je peux charger ou enregistrer différents contextes qui seront à présent en format XML. Donc vous pouvez bien sûr les consulter. C'est du format texte. Avec la représentation, l'affichage de curseur, etc. Et si je repasse du coup en temps réel, avec des choses que vous connaissez bien sur cet élément. Le dernier point que je voulais aborder pour cette partie graphique, c'est l'introduction des nouveaux objets de traitement et de filtrage que j'ai présenté dans le PowerPoint.
Donc ça se trouve dans suivi analogique. Voilà, donc là on est sur une courbe temps réel. Petit détail donc, sur cet objet donné analogique. Aujourd'hui, nous avons ajouté l'écart type qui permet d'éventuellement mesurer une variance et donc une dérive d'un capteur, par exemple. Les choses qui nous intéressent beaucoup plus, c'est sur cette partie droite de notre écran, où nous avons une représentation de la battance. Donc j'ai une mesure, la mesure en bleu clair, qui commence à osciller fortement sur 11h26 ici, et l'état filtré qui, au bout d'un certain temps, eh bien, va arrêter de suivre la mesure et rester dans un état bloqué. L'état bloqué apparaît en rouge. Je suis dans un état bloqué, et au bout d'un certain temps, quand ma mesure arrête d'osciller, je vais commencer à reprendre son comportement naturel et coller plus à la réalité. Sur la partie haute, j'ai une mesure. La mesure, c'est là aussi la courbe en bleu clair, avec deux filtres. J'ai un filtre de bande morte égal à 2, 2 en valeur absolue. Dès lors que ma mesure évolue de plus de 2 unités, je vais créer un nouvel enregistrement sur la courbe rouge. Et à chaque enregistrement, j'ai affiché un point. Le deuxième, c'est une représentation de filtre temporel. Donc, j'ai un échantillonnage toutes les 10 secondes. Et donc, si j'ai des mesures toutes les secondes, je verrai plus globalement la mesure évoluer au cours du temps. On va un petit peu rafraîchir tout doucement cette courbe et on voit que les mesures, eh bien, par exemple, les mesures sur la partie droite défilent de manière statique jusqu'à ce qu'une nouvelle mesure soit intéressante et donc évolue et crée un nouvel enregistrement sur ma mesure. Globalement, la courbe bleu foncé et la courbe rouge suivent l'évolution de ma mesure réelle, qui est donc ma mesure bleu clair, tout en limitant énormément le nombre de points qui viennent s'ajouter dans mes enregistrements. Comment c'est fait dans Panorama? Donc là, petite partie très technico-technique pour les personnes passionnées de Panorama, qui sont nombreuses, je le sais. On va retrouver ça donc dans la partie fonction, calcul et data processing. Donc j'ai mes différents objets avec une bande morte. Donc là, je prends ma mesure. Ma mesure, c'est une mesure qui est complètement simulée, hein, c'est une grande sinusoïde. Et j'ai une plage qui est de bande morte de 2. Donc dès lors que ma mesure sort de 2, la sortie est mise à jour. J'ai un autre comportement ici qui est un filtre temporel avec deux seuils, le minimum. Donc à 10, je veux maximum, je veux au minimum 2 mesures en 10 secondes. Si j'ai plus que si j'ai plus de une mesure toutes les 10 secondes, eh ben, elle ne sera pas prise en compte. Ça me permet d'être certain d'avoir au maximum un taux de une mesure toutes les 10 secondes. Maintenant, si j'ai le cas inverse, si j'ai pas d'évolution de cette mesure, et ça s'adapte très bien aussi aux mesures binaires, c'est si mon évolution, si ma courbe, ma mesure n'a pas évolué au cours du temps, et bien si je cherche à afficher des plages de données où je n'ai pas d'enregistrement, ben ma courbe, ma représentation va être vide. Si bien que si je n'ai pas de changement, ici avec ce maximum, je vais avoir toutes les 120 secondes et donc toutes les 2 minutes, je vais répéter la dernière mesure. Ce qui me permet d'avoir des enregistrements présents dans mes tables et donc dans mes courbes correspondant à la mesure dite constante qui n'a pas évolué au cours du temps. Ça permet aussi de pouvoir faire des traitements ou des superpositions de mesures dans des graphiques qui sont relativement pauvres sur des mesures très peu dynamiques. La partie analogue monitoring, j'ai déjà présenté et je voulais vous présenter le filtre de battance. Donc sur 10 secondes, je vais m'assurer que je n'ai pas plus de 5 changements. Dès lors que j'ai plus de 5 changements sur un intervalle de 10 secondes, je vais bloquer ma valeur courante pendant 20 secondes. C'est très simple à paramétrer et ça évite d'avoir des mesures de démarrage ou des mesures de transition qui sont particulièrement gourmandes en enregistrement alors que ce n'est pas des cas de fonctionnement standard sur un process. Voici pour les deux représentations. Sur la démo mobile maintenant, hop. Donc, je voudrais vous présenter donc ces petites améliorations qui sont particulièrement pratiques pour les... faut que je me connecte à mon petit Wi-Fi.
Reconnecte-toi. Donc, des petites nouveautés qui sont particulièrement pratiques pour le développeur d'application, mais aussi pour l'utilisateur, puisqu'à in fine, on va pouvoir créer des nomenclatures d'affichage standardisées sur l'IHM mobile, et quelle que soit la structure ou l'arborescence de votre application Panorama. Donc, qui peut être aussi bien exclusivement mobile, mais qui peut être aussi orienté client lourd, supervise. Bien sûr, effet démo, j'ai perdu mon Wi-Fi. On recommence. Ouais. Donc, une petite démo de rendu, et ensuite, je vous explique comment c'est réalisé dans Panorama. Dans Panorama. Voilà, donc je vais pouvoir connecter mon application mobile. Oui, je n'ai pas d'internet. Question de sécurité. Alors, il faut que je me rapproche un petit peu de l'écran. Donc, j'ai une application relativement simple où j'ai un contenu. Donc là, j'ai juste écrit bienvenue, on voit pas très très bien. Et un petit menu en bas qui me permet de faire défiler des choses. Donc, à chaque fois que j'ai un élément, eh bien, je vais avoir une vue principale qui s'affiche dans mon écran. Tout simplement, un petit peu de temps à démarrer. Voilà. Donc, tout simplement, quand je change de bouton, j'ai une partie à défilement, et à chaque fois que j'ai un bouton, ben, j'ai une vue associée. Là, on a déjà tout de suite le rendu PDF des choses. Donc, j'affiche notre ancienne brochure Panorama, Codera. Je peux déplacer des choses, je peux zoomer, je peux changer de page, etc. Voilà, donc l'affichage PDF est relativement simple à mettre en œuvre. Il suffit juste de définir le fichier PDF dans la tuile. On remarque ici, j'ai un bouton uniquement Home, ensuite j'ai un bouton qui s'appelle Custom, et ensuite un bouton qui s'appelle Secteur 2. Deuxième illustration, la partie Custom, donc j'ai une partie tuile dans laquelle j'ai un texte, un rendu HTML avec un petit texte. J'ai mis le source pour ceux que ça pourrait intéresser. Je pourrais mettre des captures d'écran s'il y a des gens qui sont intéressés de voir comment ça fonctionne. Voilà, en résumé, c'est juste un POC, un proof of concept du fonctionnement du rendu. Donc, le rendu est généré ici au travers entre guillemets d'une fenêtre de navigateur web dans lequel j'exécute du code jQuery. Voilà, pour ceux qui ça parle, ça permet de vraiment générer dynamiquement du contenu à travers les actions de l'opérateur sans forcément aller solliciter le serveur pour générer ce contenu. Voilà, ce sont les deux éléments. Donc maintenant, je passe aux explications techniques dans Panorama. J'ai une application. Ça sera pour juste après. J'espère qu'on voit assez bien mon application. Donc j'ai une arborescence, et dans cette arborescence, j'ai fait des choses relativement simples. On voit de manière très simple un motif qui se répète avec une page, un composant page et un composant synoptique mobile. Synoptique mobile, mais ici c'est ma page de bienvenue qu'on a vue tout à l'heure sur l'écran. J'ai un élément qui s'appelle secteur 1, renouveau cette page, renouveau un événement main. Et ensuite, un secteur 2, renouveau l'objet page, renouveau l'élément main. Dans cet élément main, en fait, cet élément main, dans ce cas-là, c'est mon document PDF, et tout simplement, j'ai juste à paramétrer le fichier PDF associé. C'est très simple. Voilà, donc j'ai reproduit de manière unitaire le comportement d'une vue mobile. Et cette vue, en fait, elle a juste la particularité de s'insérer n'importe où dans la navigation Panorama, qu'elle soit exclusivement mobile ou orientée aussi client lourd, client supervise. Et du coup, je peux positionner un synoptique mobile n'importe où dans mon application. Ce n'est pas le seul avantage, puisque j'ai conçu ce composant d'une certaine manière qui se renseignera automatiquement dans l'application. Je donne les détails. Donc ce composant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a juste un petit bouton qui va apparaître dans le menu bas et qui va appeler cette vue-là lorsqu'on clique dessus. Et dans cette vue, j'ai une barre de titre customisée comme je souhaite suivant l'IHM, le design de mon application. Et d'un point de vue conception, cet élément-là,
pardon, cet élément-là incruste donc la vue main de niveau supérieur, puisque dans ma vue main, je vais pouvoir construire le contenu de mon synoptique en mettant un glisser-déposer de mes vannes, de mes compteurs, de mes vues, etc. Il fait référence à cet élément extérieur et, particularité, une nouveauté qui est donc la liste dynamique de synoptiques référencés. Donc ici, je vais avoir une liste, de la même manière qu'on avait les listes de tuiles auparavant, mais qui va comporter des comportements particuliers. Donc je porte avant tout en premier lieu votre attention sur ces caractères-là, qui est donc slash étoile, call bouton étoile. Donc tout ce qui peut être allié, tout ce qui peut s'appeler call bouton dans mon application avec des vues mobiles. Et la particularité, c'est que ce composant lui-même contient ici un objet call bouton. Donc dès lors que cet objet sous-objet est présent dans le composant page, eh bien, il va apparaître dans la liste. Donc, je construis automatiquement mes menus en fonction des vues qui sont présentes dans mon application. C'est très facile à mettre en œuvre. Deuxième élément, je peux filtrer ce comportement avec ce qu'on a appelé tout à l'heure les zones et métiers. On va l'afficher. On va l'afficher ici, ça sera plus facile. Et donc, j'ai, par exemple, je suis électricien, mon métier c'est d'électricien, je me connecte à l'application de supervision, je vais avoir qu'accès à ce qui m'est autorisé en tant que métier, skills, compétences, électricité. Et si je suis par exemple la société A et je n'ai accès qu'une partie de l'application, eh bien, je vais pouvoir associer des zones de mon application, et donc à des sites en particulier, le fonctionnement de la société A. On voit bien sûr que c'est mixé, hein, on a une liste séparée par des points-virgules, de périmètres associés, pareil pour bien sûr les skills pour les métiers. Et donc on peut avoir une mixité entre les utilisateurs, les profils, les zones et les métiers. Ça donne énormément d'ouverture. D'un point de vue paramétrage dans mon application, d'un point de vue paramétrage du côté des utilisateurs, ça se résume à ça. Côté application, eh bien, c'est pas beaucoup plus compliqué puisque je vais définir des objets. Je vais l'avoir, il n'est pas très visible. Ici, zone et métier que je vais paramétrer. Donc, au niveau de mon composant métier, il n'est pas définissable. C'est au niveau même de son modèle. Tandis que pour tout ce qui va être zone, eh bien, zone, je vais pouvoir associer, par exemple, mon objet secteur 1, ma page secteur 1 à cet élément-là, mais je peux l'associer à n'importe quel niveau dans l'application. C'est-à-dire que là, je l'ai donné au niveau du composant, mais je peux donner au niveau toujours du composant, mais aussi au niveau de l'arborescence ici. Carrément, toute l'unité, et donc tout ce qui découle de cette unité va bénéficier de ce paramétrage. Donc c'est très facile à mettre en œuvre pour des profils très riches, très variés dans l'application. Il reste juste un léger détail dans lequel cas on ne peut pas effectuer cette association page et vue, c'est lorsque j'utilise des tuiles custom. L'utilisation de tuiles custom permet des comportements personnalisés dans cette tuile qui nécessitent un haut niveau d'accès d'un point de vue informatique. Et du coup, je ne peux pas incruster une tuile custom dans une autre tuile qui sera elle-même incrustée. Je ne peux l'incruster que dans une vue. Du coup, j'ai dû casser le fonctionnement précédent dans ma liste de tuiles. Une tuile custom, eh bien, tout simplement, c'est quoi? C'est une vue qui fait référence à un contenu. Ce contenu, c'est, on le voit ici, une valeur ou un lien d'une propriété ajustable. Donc, dynamiquement, mon serveur Panorama peut générer ce contenu. Ça peut être une page, ça peut être directement le code HTML de la page générée. Ici, donc, j'ai l'index et ici, j'ai fait une autre page qui m'affiche le contenu du code. Ça permet aussi de faire des représentations multilignes avec des mises en forme très particulières liées à des feuilles de style, par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement web. Bon, ça nécessite quelques connaissances web. Le contenu d'une tuile custom, vous avez un autre type de tuile custom qui peut être généré directement par une classe utilisateur, un plugin Panorama que vous auriez développé. On appelle une tuile avec contexte. Et du coup, là, non, au lieu de faire référence à un contenu, je vais chercher le générateur de contenu HTML. Et là, du coup, je vais avoir du code qui sera sollicité par Composer pour générer cet élément-là.
Dernier élément que je voudrais vous présenter qui a attrait à Panorama, Panorama E2 et en plus particulièrement à Supervise, c'est l'authentification à la connexion. Souvenez-vous, je vous en ai parlé pendant le PowerPoint. J'identifie l'utilisateur en fonction de la session qui est ouverte. Donc sur mon poste, eh ben, tout simplement c'est mon PC de tous les jours. Donc c'est Julien Gallon qui est connecté sur la machine. Et du coup, j'ai un profil J Gallon qui est dans Panorama. Et juste le nom suffit à identifier la personne. Je n'ai pas de mot de passe, j'ai rien de particulier, j'ai rien paramétré. Et tout simplement, en appelant cette méthode de SSO, un Single Sign-On, identification unique, et là, je peux connecter la personne avec son profil. Donc, j'ai juste à paramétrer le nom de la personne et le profil associé dans Panorama. Et tout simplement, si on regarde comment c'est fait, c'est très simple. Si mon gestionnaire d'utilisateurs identifie quelqu'un de connecté, est-ce qu'il y a quelqu'un connecté? Oui, eh bien, du coup, je le déconnecte quand j'appuie sur le bouton. Sinon, eh bien, je le connecte automatiquement à la personne correspondante dans la liste des utilisateurs de mon application. Du coup, mon application ne sert pas à identifier mes personnes, mais simplement à associer la personne avec ses droits. C'est très facile à mettre en œuvre. Voilà ce qu'il en est pour ces différentes présentations des outils de Panorama E2. Je vais vous présenter très rapidement quelques outils liés à Panorama Reporting, donc notre nouveau client Panorama H2, avec eh bien, même genre de représentation qu'on proposait précédemment, donc un ensemble de rapports illustrés dans un projet avec différents classeurs. Ces classeurs sont regroupés par thématiques, comme on l'a expliqué dans le PowerPoint, des statistiques d'alarme, des consommations, des historiques, des statistiques booléennes, la présentation des données, de manière plus ou moins rapide, des états courants, la liste, etc. Je vais me pencher sur deux ou trois rapports, donc des rapports qui parlent bien sûr à tout le monde. Si je me mets en plein écran, on verra mieux. Sur les statistiques d'alarme, tout le monde fait des alarmes, quel que soit votre métier, avec par exemple le top des... je voulais par exemple vous montrer les alarmes fugitives. Elles sont où? Top N des alarmes fugitives sur la période. C'est celui-là. C'est celui-là. Donc là, je m'excuse, il faut que le serveur se réveille. Voilà, vous verrez qu'après, ça ira beaucoup plus vite. On a donc la possibilité de filtrer les données sur la partie gauche du rapport, de paramétrer des choses. Là, j'ai le top N, donc top 8. Bon, pour l'instant, j'ai que 4 alarmes, donc on va un petit peu ajouter une multitude de sites sur mon graphique, et du coup, je vais avoir 8 éléments. Et là, on se rend bien compte que j'ai l'électricité défaut ici qui est particulièrement présente. Donc, les alarmes fugitives, ici, j'ai paramétré que mes alarmes sont dites fugitives lorsqu'elles durent moins de 200 secondes, par exemple. On planifie bien sûr des périodes. On peut afficher en particulier une courbe ou un élément du graphique. Bon, ici, c'est sur un secteur, mais sur des courbes, ça marche très bien aussi. J'ai des liens au travers de mon rapport qui me permettent d'avoir le détail et d'appeler un autre rapport en lien avec la donnée sélectionnée. Voilà. Ici, j'ai la durée de présence de l'alarme et le nombre d'apparitions de cette alarme. Donc, on a des apparitions assez fréquentes sur des durées relativement courtes. Du coup, forcément, ça fait des alarmes fugitives. Si je reviens toujours sur les statistiques d'alarme, pour proposer des choses qui sont basées plus sur EMUA, l'histogramme des alarmes fugitives. Histogramme des alarmes fugitives. Ici, j'ai une représentation de ces mêmes alarmes, mais sous un autre angle, sous un autre plan qui est recommandé par EMUA, où on va retrouver sur la partie gauche donc, le pourcentage d'alarmes fugitives sur l'alarme totale, et sur la partie droite, la courbe du nombre d'alarmes totales. Donc, on voit déjà dans ce cas-là, par défaut, hein, hop, je ne sais pas si vous voyez mon petit encart ici. Voilà, je vais le déplacer. Vous voyez par défaut, eh bien,
que l'alarme bleue là se répète tous les jours de manière fugitive, alors que j'ai peu d'alarmes. J'ai 7 alarmes ici sur la journée du 3 septembre, et bien j'ai 28%, hein, 2 sur 7 alarmes qui sont des alarmes considérées comme fugitives. Si j'augmente un petit peu le nombre de sites, voilà, on a la requête qui se fait très rapidement. On va diminuer un petit peu aussi le critère de présence. Je considère qu'une alarme, à partir du moment où elle fait moins de 400 secondes, on va considérer qu'elle est fugitive. Et là, du coup, je vais avoir un cumul qui va me donner, à chaque fois par couleur, eh bien, la réapparition d'alarme fugitive et le nombre d'apparitions. Donc, je peux clairement identifier que l'alarme verte ici et l'alarme bleu clair sont des alarmes particulièrement fugitives, et donc je dois prioriser pour eh bien, améliorer le comportement de mon alarme, donner plus de délai ou augmenter mes seuils pour éviter qu'elles apparaissent trop fréquemment, puisqu'apparemment elles ne perturbent pas forcément mon système, mais perturbent ben, mon opérateur sur le traitement de toutes les alarmes. Là, c'était pour les alarmes. Je vais vous proposer aussi une autre représentation qui va être plus orientée performance énergétique, avec des suivis de consommation, de la comparaison de courbes de manière simple, comparaison par exemple de courbes hebdomadaires, où je vais comparer un cumul de mesures sur différentes semaines. On peut très bien imaginer aussi, donc là sur la semaine, avoir la même mesure mais sur des années différentes. Dans ma simulation, je n'ai que des années sur l'année de 2018, mais je ne peux pas les comparer ici d'une année à l'autre. Si j'avais 2017 par exemple, je pourrais sélectionner 2017 et du coup choisir les numéros de semaine qui m'intéressent. Là, je compare 2 à 2, mais on peut imaginer comparer par exemple 3 semaines. 3 semaines de mesure. Bon, c'est quasiment les mêmes valeurs, forcément. Je vais prendre peut-être semaine 34. Les mesures se ressemblent beaucoup. Voilà. Ici, j'ai un décalage. J'ai une consommation hebdomadaire d'un bâtiment lambda où en journée, j'ai de la consommation et en nuit, j'en ai pas beaucoup. Et le week-end, samedi, dimanche, ici, on voit samedi, dimanche, ben, forcément, il n'y a pas beaucoup de consommation. De la même manière, je peux refiltrer donc, sur différents critères d'identification de la donnée, sur mes dimensions, ce qu'on appelle en big data. Des catégories, des groupes, et ce sont toutes ces données qu'on recommande de renseigner dans l'application de supervision pour pouvoir mieux filtrer, mieux analyser les données a posteriori. Je peux mettre en évidence une donnée en particulier, je peux en sélectionner plusieurs, et donc pouvoir comparer, mettre en évidence différentes mesures parmi un lot d'une multitude de données. Voilà ce qu'il en est pour cette petite démonstration. Il y aura un web séminaire en janvier sur le sujet qui présente aussi la construction des rapports et l'exploration donc des données aussi en même temps. Je rebascule rapidement sur notre petit webinar avec le passage. Ah non, pardon, partager toujours mon écran. On en était là. Donc en résumé, la présentation d'aujourd'hui s'appuie sur une présentation rapide de nouvelles fonctionnalités de cybersécurité, qu'elles soient vraiment cybersécurité ou identification des utilisateurs, avec des choses qui sont faciles à mettre en œuvre, qui sont très simples en fait, qui sont intégrées dans Panorama, a fortiori. Des ajouts sur la présentation de données, hein, qui permet de combler les différences entre l'ancien outil Pégase et le nouvel outil de présentation de données, hein, qu'on appelle le panneau de chart, avec le chronogramme, le groupement, la séparation des axes, les séries, l'ajout de contexte, etc. Et donc, on pousse tout doucement notre ancien outil Pégase vers la retraite. De nouveaux outils de filtrage et de limitation de volumétrie pour les enregistrements des bases de données, avec la battance, la bande morte, etc. Pour Panorama Suite, mais en particulier pour H2. Et justement, donc la présentation de cet outil et de quelques-uns de nos rapports sur la présentation des données de Panorama H2, avec un webinaire en janvier sur le sujet. Je vous invite pendant le sondage à répondre oui sur la prochaine inscription pour le prochain webinaire. Et de manière générale, l'amélioration des performances de Panorama sur différentes thématiques qui nécessitent toujours des efforts et des améliorations de nos équipes.
Voilà, donc ce web séminaire se termine sur la partie présentation. Bien évidemment, je vais vous lancer un petit sondage. Pendant que vous remplissez, répondez à mes questions, moi je vais essayer de répondre à vos questions. Donc vous n'hésitez pas aussi à poser vos questions sur le chat. Je les consulte immédiatement. Ok. Bien, je vous ai lancé le sondage. Il y a un petit sondage qui s'affiche. Ah, on va arrêter le défilement des pages automatiques. Voilà. Je vais revenir sur la page première. Voilà. Vous n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Johan m'en a déjà transmis quelques-unes. Voilà, mais merci pour cette présentation. Merci à vous. Donc quelques questions. On n'a pas bien vu la démo avec l'application mobile. D'accord. L'idée, c'est de... Alors, hop, il faut que je relance rapidement. Zut. En fait, tout simplement, mon application mobile se résume à un contenu en haut avec une barre de titre et quelques boutons sur la partie basse ici pour... hop là, je fais des bêtises. Ah, voilà. Ici, pour faire défiler tous les boutons. Et l'idée, c'est la construction du composant que j'ai réalisé me permet d'ajouter automatiquement les boutons dans ce menu et que ces boutons permettent d'afficher la vue, bien sûr, correspondante dans l'application mobile. Avec toujours la même disposition et de pouvoir filtrer donc, ces boutons. Hein, on l'a vu tout à l'heure, rapidement, je n'ai pas forcément très explicité. Mais ici, on l'a vu dans l'application côté Panorama Studio, que j'avais secteur 1, secteur 2, Custom, Home et c'est tout. Et sur ce client, en tant que personne identifiée, je n'ai accès qu'à une partie puisque mon profil n'est associé qu'à une partie de l'application et donc automatiquement les éléments qui ne me concernent pas sont masqués. Voilà. Deuxième question. Est-ce que nous avons un outil pour générer le QR code? Non, nous ne générons pas les QR codes aujourd'hui dans Panorama. Vous avez la possibilité d'associer en fait des vues à des QR codes. Le QR code, c'est juste la transcription d'un texte, donc vous pouvez associer dans Panorama. Je peux afficher. Alors, il faut que je repartage mon écran pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, dans Panorama, pour n'importe quelle vue mobile Panorama, je peux associer un QR code. Et le QR code, c'est du texte dans Panorama et il vous faut un outil, hein, sur Internet, vous en trouverez plein, pour transcrire cet élément-là en un petite image QR code carré qui sera flashé par l'utilisateur de l'application mobile et automatiquement, il arrivera donc, pardon, automatiquement, il arrivera donc sur cette vue. Voilà. Alors, je ne vois pas de plume ou d'ascenseur de temps sur l'outil présentation de données. Alors, nous l'avons par exemple ici. La plume, c'est l'élément qui permet de donner ou d'indiquer la mesure sur le bord de l'écran. Alors, ce ne sera pas sur cette application-là, pardon. Ce sera sur l'application Démo 2. Alors, vous ne l'avez pas forcément sur votre application, c'est peut-être ça votre question. Si vous n'êtes pas en Panorama Suite 2017, pardon, Panorama Suite 2019, si vous n'êtes pas en Panorama Suite 2019, vous n'aurez pas cette fonctionnalité. Je vais la représenter. Autre question.
Est-ce que tout est disponible? Oui, tout est disponible. Panorama Sud 2017, Panorama Sud, pardon, 2019 est disponible depuis fin septembre. Il y a juste le packaging aujourd'hui de la partie reporting de H2 qui n'est pas encore sous une forme d'installeur comme vous l'avez pour Panorama Suite. Mais aujourd'hui, on sait répondre à des démonstrations ou à des besoins de livraison si vraiment il y avait une urgence dans ce sens. L'outil, lui, sera réellement packagé dans un installeur courant janvier. Je rouvre présentation de données, courbe temps réel, tracé de courbe. Donc ça, c'est ce qu'on avait avec Pégase. Je sais pas, je partage sur mon écran, je ne pense pas. Partager mon écran, écran 2. Voilà, donc ça c'est Pégase. Hein. Les plumes que vous avez dans Pégase, ce sont ces éléments qui indiquent l'emplacement de la mesure actuelle sur la courbe avec la couleur et la mesure et le format spécifique, 3 chiffres, un chiffre derrière la virgule sur ce format. Ce que vous allez retrouver sur le nouveau tracé de données avec donc ces aspects lissés, c'est plus de champs paramétrables bien sûr, qui reprend exactement ce type de comportement. Alors, je n'ai pas forcément d'exemple, mais aujourd'hui, dans la légende, vous pouvez aussi avoir l'affichage de la mesure courante, une des autres nouveautés de cette nouvelle version Panorama Sud 2019. Voilà pour les questions. Pour retrouver les questions, il faut que j'arrête le partage d'écran. Voilà, d'autres questions, je remonte. Voilà, et bien on a fait à peu près le tour. Très bien, et bien si vous avez plus de questions, je vois qu'il est midi, hein, donc c'est l'heure de déjeuner. Je vous remercie à tous pour avoir suivi ce web séminaire. La vidéo sera prochainement en ligne, vous recevrez les liens par email. Je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit.